Mademoiselle Génie, est-ce que le premier patient est arrivé, s'il vous plaît? Tout à fait, docteur Simès. Michel Boujna, on peut vous voir sur scène dans Ma vie encore plus rêvée. Hein? Oui. Et c'est drôle parce que vous dites que vous adorez rêver votre vie. Oui. Mais moi, je connais des tas de gens qui aimeraient bien avoir votre vie réelle, quoi. Comme Michel, par exemple. Ah oui? Hein? Je suis certaine qu'il aurait adoré avoir votre carrière. Ah bon? Et je connais une autre personne, je nommerai pas son nom de famille, là, je vais être discrète, mais son prénom, c'est Nagui. Il aurait adoré avoir la vie de Michel. Et je connais des centaines de personnes qui auraient adoré avoir la vie de Nagui. Comme quoi, votre vie fait rêver des gens, qui 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 fait rêver... Hey, je vais loin, moi. Hein? Vous fumez quoi? Docteur Simès, Michel Boujna pour vous. Je pense que je l'ai vraiment fait rêver. Ou flipper, je sais pas. Oui, d'accord, Vous pouvez merci. y aller. Bonsoir Michel Boujna, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes inquiet? Vous regardez un peu le cabinet? Oui, je regarde je me méfie toujours. Oui, mais pourquoi vous méfiez, puisque je crois que vous auriez pu être un confrère? J'aurais pu, oui. Je suis resté 2 heures à la fac de médecine. Ouais, parce que vous aviez tout appris en 2 heures ou parce que ça vous êtes aperçu que c'était pas votre métier? En première, j'ai découvert le théâtre et je pensais devenir médecin et faire du théâtre le dimanche. Sauf que la maladie était beaucoup plus avancée que ce que je pensais et que j'ai senti que si je faisais pas le métier que je fais, eh ben, j'allais me suicider. D'accord, oui, c'est vrai que vous étiez malade de théâtre et c'est vrai qu'être médecin, quand on a une autre maladie, surtout avant même de commencer les études, Exactement. c'est un peu compliqué. Alors, je vous propose surtout de ne pas soigner votre maladie principale, hein, qui est donc de jouer, et on va remplir un dossier médical. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Alors, c'est votre vrai nom et votre vrai prénom? Oui. Michel Boujna. Vous connaissez l'origine de votre nom, Boujna? Oui, c'est un nom d'origine berbère, puisqu'il y a des Boujnas qui sont juifs, des Boujnas qui sont musulmans. Et ça a une traduction, ça veut dire le père de l'aile. Parce que Jnah en arabe, c'est l'aile. Jlahdin, c'est les ailes. Et alors, Donc, vraisemblablement, j'avais un ancêtre qui était un ange, mais un peu niqué. ouais. Il avait qu'une aile, donc il volait comme ça, vous voyez. Alors, vous êtes né en Tunisie, Oui. à Tunis, et vous avez la double nationalité, c'est ça? Oui. Profession auteur, acteur, réalisateur, humoriste, un seul chapeau mais plusieurs casquettes. Ce chapeau, c'est venu d'où d'ailleurs? Je répétais au Splendide, qui venait de finir Papy fait la résistance. J'avais pas de costume. Je me suis baladé dans les coulisses. J'ai vu une malle avec des costumes. J'ai trouvé un pantalon de smoking. Je l'ai volé. J'ai trouvé une chemise rouge. Je l'ai volée. Les bretelles, je les ai volées. Et le chapeau aussi. Il n'y a que les chaussures que j'ai achetées. et en fait, j'ai été habillé par Papy fait la résistance. Alors, on décrit souvent votre humour, je cite, hein, comme drôle et naïf. Mais vous dites, l'humour drôle, naïf, c'est quand on se fait passer pour un con et que ça fait rire tellement on est con. Généralement, ça marche que quand on est vraiment con. Vous êtes vraiment très très con, parce que ça marche quand même très très bien. Vous êtes très très drôle quand même. J'ai dit ça, moi? Vous avez dit ça, ouais. Eh ben, la preuve que je suis Et à chaque con, fois que les je m'en gens souviens parlent- même pas. Et ça veut dire quoi? À chaque fois que les gens se marrent dans votre spectacle, vous vous dites, je suis trop con ou quoi? C'est Pas bizarre du tout. comme... Mais non, quand il rit, je me dis dans ma tête que je suis un génie, évidemment. Ouais, bien sûr. Date de naissance, 3 novembre 52. 67 ans. Exactement. Je Euh, sais, je les fais pas. Ouais. Non, vous faites plus. C'est quoi votre rapport avec l'âge, finalement, dans votre tête? Depuis quelque temps, quand je me lève le matin, il y a une petite angoisse. Parce que j'ai un peu mal partout. Vous savez ce qu'on dit, quand on se réveille le matin avec mal partout, c'est qu'on est vivant. Oui. Quand on vieillit. Et quand on n'en sent plus rien, c'est qu'on est mort. Voilà. Je sais. Mon angoisse, c'est de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Parce que je sais que le temps est... Mais sinon, c'est ma seule angoisse. Le reste, je m'en fous complètement. Vous avez dit un jour, c'est sûr que Jésus était juif, il a vécu avec sa mère jusqu'à 33 ans, il croyait qu'elle était vierge et elle croyait qu'il était Dieu. Exactement. Alors c'est très drôle parce que vous êtes juif, votre père s'appelait Joseph, vous idéalisez un peu votre mère, un peu trop même, vous avez une bande de potes très proches qui ne vous lâchent jamais. Est-ce que vous avez d'autres points communs avec Jésus? Oui, Parce que là, il y en a beaucoup quand même. Hein. oui, je marche sur l'eau. Alors votre père, Joseph Boujna, était médecin.
Et il était surtout très occupé. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir finalement chez votre père? C'était le fait qu'il soit médecin et que vous ne puissiez pas, vous, le devenir parce que vous aviez choisi une autre voie, ou le fait qu'il était occupé et qu'il ne s'occupait pas justement assez de vous? On était 4 garçons. 4 garçons, c'est beaucoup. Faut réussir à s'agiter pour se faire remarquer. Moi, j'avais trouvé une combine formidable avec mon père. Je suis tombé malade pour qu'il me soigne. Il fallait qu'il me fasse une piqûre tous les jours. Le jour où j'ai compris que je tombais malade pour que mon père me regarde, j'ai commencé à être un peu moins malade. Bien sûr que c'était difficile d'avoir un père qui était relativement absent. Mais je dois reconnaître que dans les moments importants de ma vie, il a toujours été là. Vous parlez beaucoup de votre père dans les interviews et moins de votre mère. On sait juste qu'elle était ultra protectrice, ultra présente, ultra aimante. Enfin bref, une mère juive, quoi. Qu'elle a édifié autour de vous un mur de boulettes. Oui, chez les immigrés ou les immigrants, puisque moi je suis un immigrant et pas un immigré, parce que quand on a quitté la Tunisie, c'était pas pour revenir. On est parti définitivement. Les immigrés, c'était des gens au départ qui venaient pour retourner chez eux après, une fois le travail fini. La mer, c'est le territoire le plus important. Parce qu'il n'y a pas d'autre repère que la mer quand vous n'êtes plus à l'endroit où vous êtes né. Vous l'impliquez beaucoup dans vos spectacles, hein? Oui, quand elle rit, c'est que c'est bon. D'accord. Et je peux vous dire un truc, elle rit pas souvent. Vous avez grandi, Michel Boujna, en Tunisie jusqu'à l'âge de 11 ans, jusqu'en 1963. Oui, docteur. Date du départ du dernier soldat français et d'indépendance totale de la Tunisie. Pourquoi vos parents ont attendu 63? Pour mon père, il n'a pas attendu de partir. C'est le contraire. Il a retardé jusqu'au dernier moment l'idée même de s'en aller. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était très malheureux. Et vous? Moi, j'avais un lance-pierre, ça s'appelait une tire-boulette chez nous. J'ai cassé toutes les vitres de ma rue pour marquer mon départ. Après, je me suis caché dans la voiture. Et j'ai enterré une bouteille de soda dans laquelle j'avais mis un serment que je m'étais fait, que je reviendrais pour racheter ma maison. Je suis revenu des années plus tard avec beaucoup d'argent et je voulais faire comme dans les films. Et je voulais rentrer en disant « Monsieur, elle vaut combien votre maison ?» Et le type « Monsieur, elle n'est pas à vendre. » « Oui, mais bon, si jamais vous étiez obligé de la vendre, elle vaut combien? Tant, voilà le double. Mais vous sortez tout de suite parce que c'est chez moi. » C'était ça mon scénario. Donc je suis avec la valise et comme un con, il n'y avait plus la maison, elle avait été détruite et il y avait un immeuble à la place. Ça fait un choc. Est-ce que vous avez retrouvé la bouteille? Non, il n'y a plus de jardin, il n'y a plus rien. Ah, il n'y avait plus rien. Il y a plus rien. J'ai beaucoup souffert, bien sûr, beaucoup souffert. J'ai pas supporté ça, à tel point que je pense que mes spectacles, ils parlent beaucoup de ce que je suis. C'était une manière de reconstruire quelque chose qu'on m'avait enlevé et qu'on ne pourra plus jamais m'enlever, parce que c'est là où c'est dans mon cœur, ou voilà. La scolarité, vous arrivez en France, on vous met dans une prestigieuse école, hein, c'est l'école alsacienne à Ah, Paris. c'est après, au début, ça a été dur. Hein. À l'école Paul Bert à Cachan. Parce que j'ai été traité de sale juif, de sale arabe. Je me suis battu beaucoup là-bas. C'est après l'école alsacienne, ça m'a sauvé la vie. Oui, parce que vous avez fait un exposé à la fin de l'année, le dernier des justes. J'ai découvert que quand je racontais des histoires, on m'écoutait. C'est merveilleux, ce sentiment. Et là, ça a été la révélation? Ah oui. À la fois, ce livre m'a permis de découvrir des tas de choses sur l'histoire de mon peuple que je ne connaissais pas très bien, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et en même temps, j'ai découvert comment c'était passionnant de sentir les autres passionnés quand je raconte une histoire. Un mot sur votre situation maritale? Non. Non? Mais non, ça reste ma vie privée. Elle est partout dans les journaux, mais... Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, je souffre énormément d'être un sex symbole. Ouais. Vous avez beaucoup cherché l'âme sœur dans votre... Ah, avant d'avoir des enfants, je me suis énormément entraîné. Ouais. Et ça a bien marché. Le jour où, dans mes rêves, la femme que j'ai rencontrée, je l'ai vue enceinte, je me suis réveillé le matin, j'ai dit, je pense qu'on va avoir un enfant. Et c'est ce qui s'est passé. On en a eu 2, d'ailleurs. Votre taille et votre poids? Alors, je mesure 1m71 et demi et j'y tiens beaucoup. Et je pèse 52 kilos, comme ça se voit. Une merveille. Un corps de rêve. Exactement. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'une femme, si je peux faire une annonce, veuille de moi, seulement pour mon argent et pas pour mon corps, ça m'aiderait, parce que je suis fatigué.
On a évoqué tout à l'heure rapidement les boulettes de votre mère, qui sont la base de votre alimentation, Exactement. hein, que vous ne pouvez pas refuser. Non, mais c'est surtout l'huile. Vous connaissez l'histoire drôle? Le mec qui rentre chez lui, il voit sa femme en train de verser un litre d'huile dans une casserole. Il lui fait ça sent bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle fait je sais pas encore. C'est la base. Alors, j'ai regardé votre dossier en détail, Michel Boujna. J'ai pas eu grand-chose à part une intoxication au monoxyde de carbone. Oui, c'est vrai. Et, pardon, hein, vous me dites si vous voulez qu'on l'évoque, mais C'est quoi? une torsion testiculaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de crosse de fusil. Mais un coup de crosse de fusil dans les testicules, ça entraîne un traumatisme testiculaire, mais pas une torsion. Ah ben, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je joue dans un film, il y a 2 soldats russes qui m'attrapent. Moi, je cours, et il y en a un de chaque côté, hop, il m'attrape les bras comme ça, il me bloque et il m'arrête. Sauf qu'ils devaient avoir leur fusil à l'extérieur, d'accord? Il y en a un des deux qui a mis le fusil à l'intérieur. C'est-à-dire que quand il m'a attrapé, le fusil de la guerre de 14-18, il a fait comme ça. Vous voyez? Et bon, alors je suis tombé par terre, et j'ai eu très mal. Et puis c'est passé. Le lendemain, je me réveille avec une douleur incroyable. J'appelle mon père, il m'envoie à la clinique, opération, toc. Et le lendemain de l'opération, j'ai été opéré à 18h. À 8h du matin, je commençais à tourner 3 heures et un coup fin. Avec des couches. Avec des couches. C'est quand même incroyable. Non? Bah ouais. Quand il me donne le César pour 3e coup fin, je meurs de rire parce que je remercie les crosses de fusil. Vous l'avez pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. Vous étiez 2 à porter des couches, la petite Marie et vous? Exactement. Il n'y a pas eu de séquelles. Non, pas du tout. Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit c'est quand on voit un moustique se poser sur les testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec la violence. Absolument. Ouais. Vous avez été victime aussi d'un accident qui aurait pu tourner au drame, parce que cette intoxication au monoxyde de carbone. C'est dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que j'ai gagné un peu d'argent et que j'ai construit une grande maison, parce que si la maison a été plus petite, on serait mort. Et donc, je me sens pas bien. Il y avait une amie en haut, elle a vomi. Moi, je me suis dit, c'est pas normal qu'on se sente pas bien comme ça. J'ai appelé l'EDF. J'ai dit, je crois que j'ai une fuite, mais c'est bizarre, il n'y a pas d'odeur, parce qu'on se sent pas bien. Disons, un quart d'heure après, il y avait 3 camions de pompiers qui arrivaient. Mon fils était dans son bain, ils l'ont sorti du bain, machin, tout ça, des masques, les trucs, les bordels, et ils nous ont mis dans un caisson hyperbare. Ouais. En fait, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, incolore, et c'est ce qui fait sa dangerosité, qui est dû à des chauffages défectueux ou des chaudières notamment. Et effectivement, on peut mourir parce que le monoxyde de carbone prend la place de l'oxygène. Absolument. Alors, on va poser quelques questions de Tchekhov. D'accord. De quoi ne vaut-il mieux pas vous parler pour ne pas vous provoquer un ulcère? De l'administration. Ah bon? De tous les papiers à remplir. Par exemple, dans un avion, quand on va à l'étranger, il y a une fiche à remplir. Moi, il m'en faut 4. Ah, parce que vous voulez À chaque fois, je me trompe, à chaque fois. Je fais un chèque, je mets le chiffre là où il faut pas. Je pense que je suis dyslexique un peu. Ou tout simplement, je suis con. Voilà. Ce qui explique votre succès. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui vous aide à dormir? Ah, ça, c'est un vrai problème. Le bonheur. Est-ce que vous dormez mal? Oui, très mal. Vous n'êtes pas heureux? Si j'étais si heureux que ça, j'écrirais pas. Hein. Et qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui pour que vous dormiez mal comme ça? On vit une période qui est tellement violente, qui est tellement compliquée, qui est tellement dure. On vit aujourd'hui une période tellement folle où c'est les gens qui jugent, il n'y a plus de justice, c'est Twitter qui juge, c'est Facebook qui juge, où les gens ne croient plus aux institutions dans lesquelles on vit, il y a une fracture tellement forte. Moi, je suis super inquiet. C'est pour ça que je fais rire. Sur quoi mentez-vous depuis des années? Parfois, j'invente des choses pour les journalistes parce que je sais que ça leur fait plaisir. Et là, depuis que vous êtes assis, vous avez inventé J'ai des rien choses? dit de vrai. Très bien. On va faire la consultation maintenant. On va vérifier que vous êtes bien en état de continuer à rêver votre vie, puisque je rappelle que vous êtes actuellement à l'affiche de votre spectacle Ma vie encore plus rêvée, qui est une sorte de suite de votre spectacle Ma vie rêvée. Qu'est-ce qui a changé là, par rapport à votre précédent spectacle, justement? La question de la politique et de la démocratie, on vit dans un pays extraordinaire. Vous voyez, la seule chose que je regrette sur les Césars, il y a plein de choses à dire sur les Césars, c'est que personne n'a dit qu'on vivait quand même dans un pays incroyablement démocratique, puisque tout ce qui s'est passé ce soir-là, on pouvait le dire. On pouvait le faire. On pouvait s'exprimer comme les gens qui étaient sur scène ce jour-là se sont exprimés. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. La démocratie, c'est ça. On n'arrête pas de taper sur ce pays.
La vérité, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on vit dans un... Même si on est dans la merde, on est quand même gâté. On est gâté dans la merde. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est aussi qu'il faut se rappeler à nous tous qu'on vit dans un pays génial, dans une grande démocratie, et que c'est ça qu'il faut aussi protéger. Parce que si on oublie ça, alors un jour ou l'autre, on aura une dictature dans ce pays. Et le jour où on aura une dictature, on sera dans la merde, et en plus, il faudra fermer sa gueule. Là, au moins, on est dans la merde, mais on peut l'ouvrir. Voilà, on peut l'ouvrir. Et justement, on peut l'ouvrir aussi dans votre spectacle Ma vie encore plus rêvée. On regarde la bande-annonce. La vie, vos vies, ma vie. La vie, c'est beau. La vie, c'est con et c'est compliqué. Je l'adore, ta vie, d'ailleurs. Je l'adore. J'aimerais vivre comme toi, je te jure. Tu rentres à 3h, 3h30 du matin, tu dors jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est une merveille. Quand tu te lèves, d'ailleurs, c'est ton corps qui se lève. Ton cerveau, il reste dans le matelas, je suis sûr. Je t'ai tellement dit comme tu es beau que quand tu étais petit, tu croyais que c'était ton prénom comme tu es beau. Les claquettes, c'est logique. Parce que les claquettes, ça fait clac, 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 clac quand tu marches. Les tongs, ça fait pas tong, 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 tong. Ah non, je suis désolé, je connais pas les femmes. Je connais une femme. Et si j'en avais connu 2 comme ça, il y a longtemps que je serais mort. L'amour, c'est elle parle, j'ai peur. Elle parle pas, j'ai encore plus peur. Vous parlez beaucoup d'actualité dans votre spectacle aussi. Hein. Les attentats, le Bataclan, ces meurtres vous ont beaucoup touché. Oui. J'ai pas envie de vous poser la question, est-ce qu'on pourrait rire de tout? Parce que ça a été On posé peut, 25 000 fois. non, mais vous pouvez me poser la question, docteur, vous pouvez. Est-ce qu'on peut rire de tout? Mais oui, bien sûr qu'on peut rire de tout. On doit rire de tout. Mais on doit rire de tout, mais pas n'importe comment. Si le sujet est compliqué, fragile, sensible, il faut faire rire compliqué, fragile, sensible. Et si on ne sait pas le faire, vous savez ce qu'on fait? On ferme sa gueule. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, pour faire rire, ne se rendent pas compte des conséquences, de la légèreté. Ils n'ont pas réfléchi assez pour faire rire. Mais comme ça fait rire au premier degré, alors on fait rire. Non, il faut être exigeant. Il faut aller chercher. Il faut essayer de comprendre. Et faire rire. Ah oui, bien sûr qu'il faut faire rire. Le prochain spectacle, ça va être votre Ma vie encore plus que rêver? Non, ou mon prochain vous allez- spectacle, ça va s'appeler Dans tous les sens. Et dans tous les sens, je vais y aller. Et puis ça, c'est un scoop, cher docteur. Personne n'est au courant, encore. Personne ne le saura. Non, ça sortira pas d'ici. Ça sortira pas d'ici, Très bien. absolument. Je vais jouer à Paris, au Théâtre des Variétés, à la rentrée, une pièce de théâtre avec Victoria Abril, qui s'appelle Drôle de genre, qui est une comédie. C'est la première fois que je fais ce genre d'aventure. Je suis très content. Et je joue un homme politique. Très bien. Et ça parle de quoi? À 18 ans, vous avez passé le concours de l'École supérieure d'art Oui. dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Et là, vous êtes recalé, non pas à cause de votre niveau, mais à cause de votre accent tunisien. Oui, En gros, vous sentiez trop la merguez. exactement. Comment on sort d'un tel échec? Pour ces raisons-là. Révolté. Heureusement que j'avais fait de la politique dans les mouvements lycéens. Heureusement que j'avais cette formation intellectuelle. Heureusement, parce que ça a renforcé chez moi ma volonté de me battre. Et j'avais les outils intellectuels pour me battre. Au fond de moi, j'ai dit, puisqu'on me le reproche, de cette faiblesse, je vais faire une force. Quand j'ai joué l'avare, je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'avais mon accent ou pas. J'ai joué l'avare. Quand je fais le troisième un coup fin, personne ne me pose la question de mon accent ou pas. Tout le monde s'en fout. Je suis ce que je suis. Est-ce que ça m'empêche de parler d'amour, de la famille, de sexe, de politique? Non. Les gens qui posent ces questions, ils sont bêtes. C'est pour ça que je voulais pas vous la poser. Hein. Non, mais vous l'avez pas posé, c'était très juste. Mais à Strasbourg, à ce moment-là, oui, bien sûr que j'étais révolté. Bon Dieu, qu'est-ce que j'étais révolté. Qu'est-ce que je voulais leur prouver qu'ils s'étaient trompés. De temps en temps, vous exprimez votre colère Ouais. de façon assez virulente. Sur RTL, il y a quelques années, vous avez dit « Vous croyez que j'ai pas de peine, par exemple, de ne pas être nommé aux Molières? Ça fait 36 ans que je fais ça. Je ne mérite pas que mes pairs me disent « T'as bien travaillé. C'est dégueulasse. » J'aurais dû enlever dégueulasse. C'était un matin où j'étais vraiment pas bien. Il y a des matins où je suis pas bien. Il faudrait pas que je réponde aux interviews quand je suis pas bien. Vous pensez que vous n'êtes pas reconnu par le monde du théâtre, par les autres comédiens, parce que Non. vous êtes le juif tunisien qui ne devrait pas jouer l'avare? Je sais pas, docteur. Mais je peux pas mentir. Même si ça sera à la fin de ma vie, quand je viendrai avec un déambulateur sur scène pour recevoir une récompense juste avant que je meure, ça me fera quand même plaisir. Alors,
Vous savez qu'en tant que médecin, Michel Boujna, je n'ai pas le droit de trahir le secret médical, bien évidemment. J'ai fait appel à des spécialistes qui, eux, vous connaissent très bien. Ah bon ? C'est ce qu'on appelle ici le secret amical. Regardez. On a tous un grand malade qui sommeille en nous. D'accord, donc c'est l'émission où tu passes un sale moment. Voilà. Ouais. Ce soir, nous avons décidé de nous intéresser au cas de Michel Boujna, Et hop là. accompagné de 3 spécialistes qui ont accepté de percer le secret amical de notre patient. C'est ridicule. Premier élément de notre diagnostic, sensible au trac, Michel Boujna semble avoir développé une forme sévère de cartomanie compulsive. J'ai eu la chance, moi, d'organiser ces spectacles en Belgique. Quand on allait lui faire un petit coucou dans sa loge, juste avant de monter sur scène, il jouait aux cartes. J'ai plus intérêt à jouer là, parce qu'il y a 2 valets l'un derrière l'autre. Maintenant, il s'est modernisé. Il joue en réseau, avec une tablette, avec un ordinateur. Je sais ce que vous pensez de moi. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Je m'en fous. Mais il est tellement accro qu'on doit lui dire, tu sais, voilà, en fait, tout le monde est là, il va falloir commencer le spectacle. Et puis il te regarde, il dit, ah oui, ok. Et dès qu'il a fini, il vient dans la loge, il termine la partie. Michel, les jeux, ça l'aspire. J'adore tous les jeux. C'est quelque chose qui est très puissant chez lui. J'ai jamais vu ça ailleurs. Moi, il m'inquiète. Hein. Personnellement, il m'inquiète. Grâce à des examens précis, nos spécialistes ont également découvert chez notre patient la maladie dite de la ragotopholie. C'est une maladie assez rare, quoique, hein, peut-être plus répandue à Paris que chez nous. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il aime bien les ragots, Michel. Des gens qui souffrent. C'est concret. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans un studio de montage, dans un cas régie, parce qu'il a souvent participé à nos émissions télé, et il rentre, et avant de dire bonjour, il dit, bon, qui couche avec qui ici ? Tu vois le kiff ou pas? Ça surprend, et on voit des gens qui ne le connaissent pas très bien, qui cherchent, est-ce que je dois répondre ou pas à cette question ? C'est nul comme réaction. Nous, ça fait 27 ans qu'on n'y répond pas. Et pourtant, Dieu sait s'il nous l'a posé. Surpris encore, nos spécialistes ne s'attendaient pas à déceler chez Michel Boujna une forme de belgiose chronique. J'ai beau lui expliquer qu'il doit arrêter, il ne veut pas m'écouter. Dès qu'il est en Belgique, il veut faire rire avec un accent belge qui est nul. Ça, c'est vrai. Il a peur de rien, donc parfois, il se ramasse. C'est-à-dire qu'il va arriver en Belgique, il va dire bonjour à tout le monde, en disant « Bonjour, allez, ça va une fois ». Ça ne fait rire que lui. Ah ouais ? Il m'a dit 2-3 fois « Je sais que je le fais très mal, mais moi, ça me fait rire ». Je vois pas pourquoi je tricherais. Voilà, c'est une maladie et il faut que quelqu'un le soigne. Alors, si Michel pouvait s'occuper de son cas, ce serait bien. Mais parmi tous ces éléments, ce qui a le plus déconcerté nos experts, c'est chez Michel Boujna ce syndrome incroyable du pêcheur fictif. C'est un grand spécialiste. Il connaît très très bien la pêche. Il attrape jamais rien, mais il connaît très très bien la pêche. Je sais pas ce que c'est. Alors il y a 12 milliards de cannes. C'est pas pour la pêche? Mais non, je sais pas ce que ça peut être, je sais pas. Je sais pas combien de poissons il a attrapé dans sa vie. Non, regarde, tu peux mettre la main là. Mais c'est pas Je sais pas, 2 peut-être. Alors Michel, ça se soigne ? Alors, Michel Boujna, un mot sur cette histoire de pêche. Effectivement, vous ne prenez jamais rien à la pêche. Vous avez déclaré « La pêche, c'est mon dada, mais je n'ai rien réussi à prendre depuis 7 ans. Je me dis qu'il y a des gens qui ont dû payer les dorades pour qu'elles ne passent pas à côté de mon bateau, mais je m'obstine, ce qui fait bien rire mes potes. » Et effectivement, ils l'ont prouvé. C'est vrai. Vous n'y arrivez Il y jamais. a même un mec qui m'a dit quelle couleur c'est en dessous ton bateau. J'ai dit rouge. Il m'a fait c'est pour ça. J'ai sorti le bateau de l'eau et on l'a repeint. Et vous pêchez toujours rien. Non, toujours rien. Alors, on va vérifier quand même l'écart qu'il y a entre votre vie rêvée, celle dont vous nous parlez sur scène, et votre vie réelle, celle que j'ai essayé de découvrir avec vous Oui. en parlant. On va donc vous faire passer un test onirologique. Voilà, vous venez nous... Tu vas me mettre là. Alors, vous vouliez y aller, vous y êtes, sur ce fauteuil de psy. Alors, C'est confortable. Le seul truc qui s'affaire, c'est que je vais m'endormir. Ouais. l'onirologie, c'est l'étude des rêves. Hein. D'accord. Enfin, vous le saviez. Oui. Non. Non, mais j'avais deviné. Vous aviez deviné. Oui, parce que je suis con, mais quand même, il y a des limites. Dans votre vie rêvée, vous êtes né où et comment? Dans ma vie rêvée, je suis né en Tunisie et ils ont perdu connaissance. L'accoucheur et la sage-femme. En vous voyant? Ouais, parce que j'étais trop beau. Dans votre vie rêvée, vous viviez toujours à Tunis? Oui. Dans votre vie rêvée, est-ce que vous êtes toujours juif? Ça, je peux pas changer. Dans votre vie rêvée, vous faites quoi des antisémites? Ah, le problème de l'antisémitisme, c'est le problème des antisémites. Hein. Allez demander à un sanglier s'il est pour ou contre la chasse.
il vous dira toujours non. Donc c'est aux antisémites de comprendre et de dépasser ce problème. C'est aux non-juifs de régler le problème de l'antisémitisme, pas à nous. Dans votre vie rêvée, qui n'est pas mort? Mon père et plein de gens. Il y en a un qui crève, c'est Hitler. Genre, à 12 ans, il a un accident de voiture. Bon, tu vois, je regrette, hein. Je vais à son enterrement. Vous connaissez l'histoire drôle des mecs qui veulent buter Hitler? Ah, ils sont là et ils disent, on va le buter, ça va régler le problème. Et il dit, mais tu sais, il est très précis. Tous les jours à 4 heures, il sort de chez lui. Tous les jours à 4 heures, il sort. On se planque derrière là-bas avec un fusil à lunettes. Et quand il sort, on le bute. Ils s'entraînent, ils machin, tout ça. Ils se mettent en position. 4 heures, il sort pas. 4h05, il sort pas. 4h15, il sort pas. Au bout d'une demi-heure, il y en a un des deux qui fait, putain, j'espère qu'il n'est pas tombé malade. Dans votre vie rêvée, vous avez quoi comme accent? Le même. Le même, c'est le plus bel accent du monde. L'accent tunisien, mais vous rigolez quoi? L'accent tunisien, monsieur, c'est un oiseau sur une branche. Vous voyez? L'accent algérien, c'est une catastrophe. L'accent algérien, c'est une bouteille d'huile d'olive qui est cassée sur une couverture en laine. Il n'y a pas plus beau que les accents. Vous pouvez faire l'accent belge? Bah, bien sûr. Hein. Alors, j'adore ça. Je le fais. Et c'est vrai que tous les Belges, quand je fais ça, ils disent « Mais qui limite ?» Quand j'ai tourné mon dernier film, c'était en Belgique, on a tourné, j'ai failli me faire frapper par les techniciens. Mais sérieusement, ils sont venus me voir en me disant « Michel, arrête, c'est insupportable. » Parce que toute la journée, je faisais « Bon, on va y aller, un moteur. Hein. » Et enfin, quelle est la principale différence entre votre vie rêvée et votre vie réelle? Dans ma vie rêvée, tout est possible. Je peux inventer un monde entier, avec rien, parce que sur scène, j'ai une chaise, un chapeau et un petit foulard. Dans ma vie rêvée, on ne meurt pas. On ne meurt pas, on ne peut pas mourir. C'est moi qui écris le texte. Après, il faut retourner dans la vraie vie et ce n'est pas du tout la même histoire. C'est comme ça, c'est tout. On n'y peut rien. Merci beaucoup, Michel. Vous pouvez retourner. Vous pouvez continuer à vivre votre vie rêvée sur scène et à la partager avec nous dans vos spectacles, parce que je ne sais pas si ça vous fait du bien à vous, mais nous, oui. Merci beaucoup, Michel Boujna. Je rappelle que vous êtes actuellement en tournée partout en France avec votre spectacle « Ma vie encore plus rêvée ».